Votre attention, s'il vous plaît, c'est enfin le moment du dévoilement des résultats de l'étude du baromètre industriel québécois. J'invite donc M. Richard Blanchet, président-directeur général de STIC, à venir sur la scène pour nous présenter les faits saillants de cette vaste étude. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour réseauter et venir assister à la présentation des faits saillants de la 13e édition du baromètre industriel québécois. Donc, avant de débuter, laissez-moi vous présenter en quelques mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas, ce que nous sommes, ce que nous faisons chez STIC pour les entreprises manufacturières. STIC est une association d'entreprises manufacturières fondée il y a 35 ans. Nous comptons plus de 400 membres un peu partout au Québec, dans divers secteurs d'activité. Là, il y a une chaîne de sous-traitance industrielle, d'où notre nom, Sous-traitance industrielle Québec. Notre mission est de développer les relations d'affaires et d'améliorer la compétitivité des entreprises manufacturières afin de favoriser l'essor de notre économie. Ce que nous faisons concrètement pour les entreprises, premièrement, nous les aidons à trouver des clients, des fournisseurs ou des partenaires d'affaires. Nous les aidons également à s'améliorer par le biais de nos cercles de partage, nos visites d'usines, nos ateliers de formation, mais surtout par le biais de nos programmes de développement des fournisseurs. Carmine en a mentionné 2 tout à l'heure, Podium manufacturier, Podium transport. Nous en avons également un pour les entreprises qui sont actives dans le secteur des ressources naturelles. Pour réaliser notre mission, nous pouvons compter sur l'appui de plusieurs partenaires, on les voit apparaître à l'écran. Mentionnons en particulier Développement économique Canada pour les régions du Québec, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, la Banque nationale, Énergir, Investissement Québec, ainsi que les affaires ou le groupe Context. Nous réalisons également plusieurs projets en collaboration avec des organismes sectoriels ou régionaux. Mentionnons en particulier Alu-Québec, avec qui nous réalisons cette année la 6e édition du baromètre de l'aluminium. Quelques mots maintenant pour illustrer l'importance du secteur manufacturier dans notre économie. Le PIB du secteur manufacturier était de 47,3 milliards de dollars en 2021, en hausse de 4,3 % par rapport à l'année précédente. Pour ceux qui sont moins familiers, le PIB ou le produit intérieur brut du secteur manufacturier, c'est la valeur ajoutée des activités manufacturières dans notre économie. C'est un secteur qui employait 431 000 personnes, qui en faisait le 2e secteur en termes d'importance pour le nombre d'employés. Et ces gens œuvraient dans plus de 13 500 établissements. Il est important de rappeler que le secteur manufacturier québécois est surtout composé de petites entreprises. En effet, 92 % des entreprises manufacturières comptent moins de 100 employés. Et mes collègues tenaient à ce que je mentionne que le tiers d'entre elles comptent de 1 à 4 employés. Néanmoins, il est responsable pour plus de 86 % de nos exportations. Les salaires, ils sont de 6 % supérieurs à la moyenne, ça, vous savez quelque chose. Et également, vous savez quelque chose, le prochain point, c'est un secteur où on vit le plein emploi. Vous allez me dire comme partout ailleurs, mais le secteur manufacturier, c'est encore pire. L'année dernière, le taux de chômage du secteur manufacturier était de 2 % inférieur à l'ensemble des autres secteurs. Maintenant, parlons de notre étude comme telle. Juste avant, je vais vous présenter la méthodologie utilisée. Donc, pour une 13e année consécutive, nous avons mandaté la firme BIP Recherche le soin de contacter 500 PME œuvrant dans des entreprises, donc 500 répondants plutôt, œuvrant dans des entreprises manufacturières comptant entre 10 et 500 employés dans diverses régions du Québec, dans une quinzaine de secteurs d'activité. Par la suite, nos résultats, nous les avons analysés en compagnie d'un consultant externe pour en faire ressortir les faits saillants et nous avons complété nos données à l'aide de données publiées, par exemple par les grandes banques, Statistique Canada et autres. Et enfin, nous avons validé nos résultats avec 8 entrepreneurs membres de STIC lors d'un groupe de discussion réalisé en mars dernier. On les voit d'ailleurs à l'écran, on les remercie pour leur participation. D'ailleurs, leurs témoignages font l'objet de 4 capsules vidéo qui vous seront montrées tout au long de la présentation. Donc, la 13e édition porte sur l'année 2021. Le sondage a été effectué donc, entre la fin janvier et la mi-février. La plupart des questions portent sur ce que les entreprises ont vécu en 2021 et certaines questions portent sur les anticipations pour 2022. Maintenant, les faits saillants de l'étude. Nous avons cette année répertorié les sujets en 7 thèmes. On va les voir.
Donc, il y a premièrement les effets positifs de la COVID-19. Vous allez me dire, de quoi parles-tu, des effets positifs? Oui, il y en a eu, on va le voir un petit peu plus loin. Également, on va parler de vente, de ressources humaines, des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement, les investissements, les technologies numériques ainsi que la cybersécurité. Je vais essayer de vous mentionner le moins de chiffres possible. Vous allez voir, il y en a beaucoup qui vont apparaître à l'écran. Je vous suggérerais de ne pas essayer de tous les lire, plutôt de suivre mes explications. Je vais vous amener vers les points qui sont les plus importants parmi tous ces chiffres. Également, tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est dans notre document baromètre industriel que vous pourrez récupérer à votre sortie ou encore télécharger à partir de notre site Web. Donc, COVID-19, impact positif. De quoi parle-t-on? Vous savez, l'année dernière, on a amplement élaboré sur les effets négatifs de la COVID-19. Donc, on parlait d'annulation de commandes, de fermeture d'entreprises, de mise à pied, de paiement en retard, de manque de liquidité, d'arrêt d'investissement, etc. Cette année, on a voulu regarder ça du côté positif. On s'est dit, est-ce que, par rapport à une situation qui était négative en soi, est-ce que les entreprises ont mis en place des choses qui peuvent s'avérer positives à court ou à moyen terme? Alors, c'est ce qu'on va voir à l'instant. Donc, le premier graphique que je vous présente, c'est ce que les entreprises ont mis en place, donc, et qu'on peut considérer de positif par rapport à la COVID-19. Donc, on peut voir que 7 entreprises sur 10 affirment avoir mis en place des nouvelles mesures de gestion des ressources humaines afin de favoriser le bien-être des employés. Donc, ces effets-là, non seulement c'est des effets à court terme, mais aussi à moyen et à long terme. Un peu plus de la moitié des entreprises ont mis en place des nouveaux moyens, des outils technologiques pour les communications internes. On ne peut pas imaginer que ça va s'arrêter tout d'un coup avec la reprise des activités en personne. Ces moyens-là vont rester pour les entreprises. Un peu plus de 4 sur 10 disent qu'ils ont mis en place des nouveaux moyens pour la communication avec les clients. Donc, que serait notre vie sans les Zooms, les Teams et tout ça? Ça ne s'arrêtera pas, ça non plus, parce qu'on recommence à sortir. Donc, ça va faire que les entreprises vont être plus efficaces pour compléter les relations humaines avec des moyens technologiques, donc pour garder le contact avec nos clients. 4 entreprises sur 10 ont accéléré l'automatisation. Pourquoi? Bien, elles avaient moins de commandes, elles avaient du personnel et elles voulaient en profiter pour allouer ces ressources humaines-là sur des projets qui vont avoir des effets à court, moyen et long terme. 4 sur 10 ont développé des nouveaux clients et 2 sur 10 ont développé des nouveaux marchés. Donc, toutes ces mesures-là, face à une situation négative, peuvent avoir des impacts positifs à court, moyen ou long terme. Donc, c'est un peu comme ça qu'on voulait se rappeler de la COVID, si on peut. D'ailleurs, ça fait l'objet de la première capsule vidéo que je vais vous montrer. On a demandé aux entrepreneurs ce qu'ils ont fait, qu'on peut considérer comme positif, face à la COVID. On les écoute à l'instant. Chez nous, là, ça a été juste une occasion là, pour revoir tout ce qui était nos programmes de RH, entre autres, et également tout ce qui est la structure de l'entreprise aussi. On a essayé de faire plus avec moins, puis on a réussi. Peut-être qu'avant la pandémie, nos processus étaient peut-être un peu plus lourds, il y avait plus de monde pour les occuper. Fait qu'on a regardé, nous autres, là, comment on était en mesure de faire le même travail avec moins d'individus. Puis en bout de ligne, je pense que l'entreprise s'en porte que mieux, là. C'est un des éléments. Il y a aussi tous les éléments là, de réunion. Là. À la grandeur du Québec, là, ça aurait pris 1500 km dans la journée faire ça, alors que maintenant, on peut avoir des rencontres avec plusieurs entreprises, plusieurs partenaires là, dans la même journée. On a su innover dans nos méthodes et puis rendre ces méthodes-là beaucoup plus efficaces. Les gens se sont réinventés pour faire plus avec moins ou plus efficacement, peut-être? Nous, en fait, on a travaillé sur des projets, je dirais, mobilisateurs de nos employés. On a profité pour mettre du temps pour aller nous certifier, que ce soit ISO 9001, éco-responsable. Ça faisait en sorte qu'on impliquait nos employés à participer à ces démarches-là, et ça nous a aidés vraiment à les garder. Dans la dernière année, on a été certifiés, nous autres, travail-famille. Donc, on a été un des premiers manufacturiers à implanter ça. On a impliqué tous les employés de l'entreprise, puis ça a été un succès phénoménal, là. Ça nous a accéléré au niveau de certains enjeux stratégiques qu'on avait. On a mis de l'avant, on a repriorisé tout ce qui est intégration des systèmes, s'assurer que d'un point de vue communication, on pouvait aller chercher des gains en ayant plusieurs sites. Ça nous permet maintenant d'utiliser les outils à pleine capacité, d'avoir des gens
qui travaillent dans différents sites, qui donnent un coup de pouce à gauche et à droite hein, avec la pénurie de main-d'œuvre. Ça nous permet de maximiser tous ces gens-là. Donc ça a été bon. On a fait aussi une sélection naturelle de certains clients. On avait un projet d'ERP qui était sur la table. On a accéléré l'intégration de celui-ci pour avoir l'ensemble de nos sites qui travaillent sur le même système. Ça nous amène une flexibilité que je pense qu'on avait, mais qu'on n'était pas conscient. Maintenant, on l'utilise à sa pleine capacité, puis ça nous amène des gains là, définitivement. Donc, comme on a pu le voir, la COVID-19 a été un accélérateur de changement pour les entreprises. Elles en ont profité pour améliorer l'efficacité interne, revoir les méthodes. Ils ont mis en place, comme on l'a dit, des outils technologiques et ils ont mis en place également des projets mobilisateurs, donc pour garder le momentum, garder l'esprit d'équipe et garder les gens aussi à l'interne. Donc, comme j'ai mentionné, il y a quand même des effets positifs. Maintenant, ça c'était pour 2021. Maintenant, on regarde pour 2022. Quel est le niveau de confiance des entrepreneurs face à l'avenir? On peut voir qu'avec les données dans la zone en bleu, que 8 entrepreneurs sur 10 prévoient développer des nouveaux marchés et des nouveaux clients en 2022. À peu près la même proportion prévoit réaliser des projets d'investissement en immobilisation ou en équipement. Et 6 entrepreneurs sur 10 prévoient développer des nouveaux produits, des nouveaux services. Par rapport à l'an dernier, il y a une hausse notable, c'était les données en orange. On voit une hausse notable de 12 pour les intentions d'investissement en immobilisation, en équipement. Ça traduit un niveau de confiance plus élevé. En effet, ces investissements-là demandent du temps, des ressources, et les effets sont plus à moyen ou à long terme. Donc, si les entreprises sont prêtes à faire ça, c'est qu'elles ont confiance que l'année 2022, les années suivantes, vont être plus prometteuses que ce qu'on vient de traverser. Maintenant, parlons des ventes. Diverses données publiées démontrent qu'il y a une augmentation, une croissance des ventes en 2021 dans les entreprises manufacturières. Cependant, les exportations, elles, ne sont pas au niveau où elles étaient. Donc, la croissance des ventes s'est faite plus sur le marché intérieur que sur les marchés d'exportation. Voyons ce que nos données nous montrent. J'attire votre attention sur le jeu de données à droite. On voit le chiffre de 62 %. Donc, pour l'année 2021, c'est la proportion des entreprises qui ont eu une croissance des ventes d'au moins 5 % contre 16 % en bleu, qui ont eu une décroissance de leurs ventes d'au moins 16 %. Donc, 2 constats s'imposent ici par rapport à ces données-là. Premièrement, si on compare le jeu de données 2021 à 2020, on voit qu'il y a un net renversement de tendance, donc il y a nettement plus d'entreprises qui ont une croissance de leurs ventes que ce qu'on a vécu l'année dernière. Et également, en termes de croissance des ventes, on voit qu'il y a autant d'entreprises qui ont en croissance en 2021 que 2019. Donc, on a repris notre rythme de croisière en termes de croissance des ventes l'année dernière. Cependant, une donnée qui ne change pas, c'est que tantôt je parlais d'exportation. Les petites entreprises sont encore beaucoup plus nombreuses à ne pas exporter. Je ne les montrerai pas aujourd'hui. Ces données-là sont dans notre document. Et ça, il n'y a pas de changement par rapport à l'année dernière. Donc, les marchés visés par les entreprises, soit le Québec, le Canada ou à l'étranger, la répartition n'a pas changé. Simplement qu'il y a moins d'exportation globalement et les plus petites entreprises sont beaucoup plus nombreuses à ne pas exporter que les plus grandes. Maintenant, parlons des ressources humaines, sujet inépuisable. Vous savez, on fait tous face à des problèmes. Ce n'est pas mieux dans le secteur des services que dans le secteur manufacturier, je peux vous le dire. Donc, on va voir ce que nos données nous montrent cette année. Alors, comme on a fait tantôt pour les ventes, regardons les données à droite complètement. On voit 31 % en orange. C'est la proportion des entreprises qui ont eu une croissance de leur nombre d'employés d'au moins 5 %. Donc, les chanceuses ont réussi à augmenter leur nombre d'employés d'au moins 5 % contre 19 % en bleu qui ont eu une réduction de leur nombre d'employés d'au moins 5 %. Et on va faire les mêmes parallèles qu'on a fait pour les ventes à l'instant. Si on compare 2021 à 2020, on voit le net renversement de tendance. Donc, c'est pratiquement les mêmes chiffres entre croissance et décroissance. Donc, ça, c'est comme les ventes à peu près. Par contre, là où c'est différent, c'est qu'il y a beaucoup moins d'entreprises qui ont une croissance du nombre d'employés en 2021 par rapport à 2019 ou 2018. Donc, 2 raisons expliquent ceci. Évidemment, la pénurie de main-d'œuvre, même si on va embaucher, ça ne veut pas dire qu'on est capable. Mais aussi, le PIB du secteur manufacturier, je vous ai mentionné tout à l'heure, il a augmenté de 4,3 % en 2021, mais il avait baissé de 9,9 % en 2020. Donc, la hausse de 2021 en termes de production ne compense pas la perte de 2020. Et donc, ça prend un peu moins d'employés.
Quand ces secteurs-là vont reprendre, on peut anticiper qu'ils vont avoir besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Bonne chance. Et on peut penser par exemple au secteur de l'aérospatial. Il reste du chemin à faire par rapport à ce qu'il était avant la pandémie. Maintenant, on a voulu qualifier le problème de recrutement et de rétention de main-d'œuvre, donc dans la bouche des entrepreneurs. On peut voir à droite complètement 91 %, c'est la proportion des entrepreneurs qui considèrent le problème de recrutement comme étant assez ou très important. Et 73 %, c'est ceux qui considèrent la rétention comme un problème assez ou très important. Donc, rapidement, on peut voir que ce sont les plus hauts niveaux jamais atteints. Donc, dans l'opinion des entrepreneurs, le problème de pénurie de rétention de main-d'œuvre est le pire qu'ils ont jamais vécu, enfin, depuis le début de notre étude baromètre. Malheureusement, c'est un peu prévisible. Si on regarde 2020, malgré la chute importante des activités manufacturières, le problème de main-d'œuvre était perçu comme pratiquement aussi important. Alors, on pouvait s'attendre à ce que lorsqu'il y aurait reprise des activités, bien, la perception du problème serait encore plus grande. Donc, ça ne s'est pas amélioré, évidemment. Évidemment, cette pénurie de main-d'œuvre a des conséquences sur nos entreprises. Alors, on va en regarder quelques-unes ici. On voit que 7 entreprises sur 10 affirment livrer des contrats ou des commandes en retard, donc impact sur les clients des entreprises. Les 2 tiers affirment avoir dû augmenter le nombre d'heures effectuées par les employés, donc impact pour les employés. 62 % affirment avoir perdu ou refusé des contrats. Et ça, c'est des impacts pour l'entreprise, c'est des impacts sur son chiffre d'affaires et éventuellement sur sa profitabilité. Les entreprises, face à ça, ont eu recours davantage à l'impartition et à la sous-traitance. 39 % affirment avoir perdu des employés clés. Donc, peut-être une conséquence de l'augmentation du nombre d'heures travaillées, elles ont perdu des employés clés, puis aussi la compétition entre entreprises. 30 % ont diminué leurs investissements en innovation. Et comme vous savez, les projets d'innovation, c'est des projets qui, à court terme, demandent du temps et de l'argent, mais dont les résultats sont plus à moyen et à long terme. Donc, face au problème de main-d'œuvre, entre travailler sur un projet de moyen et long terme et travailler sur des commandes qu'on doit produire et livrer aujourd'hui, malheureusement, le choix va plus vers les commandes. Donc, malheureusement, ça va aussi impacter la croissance des entreprises dans le futur parce qu'on sait, nos données le prouvent année après année, l'innovation est un facteur différenciateur et les entreprises qui innovent davantage présentent une meilleure performance que les autres. 20 % des entreprises disent que la qualité de leurs services, de produits et services est détériorée. Donc, c'est un aveu quand même sincère de la part des entreprises, avouer que notre service ou nos produits sont moins de qualité, mais c'est un fait pour une entreprise sur 5. Donc, jusqu'à date, on a vu des impacts pour les entreprises, pour les employés, pour les clients. Le dernier chiffre, même si c'est plus petit, n'est pas moins important, c'est que 15 % des entreprises affirment avoir délocalisé des activités à l'étranger parce qu'elles n'étaient pas capables de trouver des employés ou même des sous-traitants ici. Donc, dans ce cas-là, on parle de pertes nettes pour l'économie, on parle d'activités économiques qui sont déplacées hors du Québec parce qu'on n'est pas capable de trouver des gens pour les réaliser ici. Par rapport à l'année dernière, les deux chiffres ont augmenté de façon plus importante. Les contrats aux commandes en retard, augmentation de 11 % et perte ou refus de contrat, augmentation de 7 %. Donc, la perception que le problème de main-d'œuvre s'est amplifié, bien, elle se reflète aussi dans les impacts, donc les livraisons en retard. Face à cette situation, les entrepreneurs, évidemment, ont mis en place des solutions. Donc, plus de 8 sur 10 ont soit augmenté les salaires ou bénéfices marginaux et ou offert plus de flexibilité dans les horaires pour les employés. Donc, on voit que c'est des mesures très populaires. Le problème, c'est que si vous le faites et vos compétiteurs le font, bien, les effets s'annulent. En fait, c'est plutôt ceux qui ne le font pas qui sont réellement à problème à ce moment-là. Également, il y a des limites à ce qu'une entreprise peut augmenter ses salaires si elle veut rester compétitive à l'échelle internationale. Le 3/4 a affirmé avoir dû embaucher des travailleurs moins qualifiés que prévu. Et ça, des travailleurs moins qualifiés que prévu, malheureusement, ça peut avoir des impacts donc, sur les livraisons en retard, le problème de qualité aussi. Donc, on a vu tout à l'heure que c'était quelque chose qui était vécu par beaucoup d'entreprises. 60 % investis pour améliorer l'image, donc l'attractivité de leur entreprise, pour attirer les talents et les retenir. 52 % ont mis en place ou ont bonifié un programme de formation des employés. Embauche de travailleurs moins qualifiés, il faut les former. Plus de la moitié des entreprises ont bonifié donc, ou mis en place quelque chose pour former les employés.
Bonne nouvelle, 44% ont automatisé certaines tâches, pas pour couper des jobs, loin de là, c'est plutôt pour être capable de produire. Et dans cette automatisation-là de certaines tâches, certaines étapes, bien, c'est quelque chose qui a des impacts aujourd'hui, mais pour les années à venir, parce que la pénurie n'est pas prête de s'en aller. Et enfin, en hausse de 11 points par rapport à l'année dernière, 44% des entreprises affirment avoir recruté des travailleurs à l'étranger. Pourquoi cette hausse importante? Bien, en 2020, vous savez, les frontières étaient beaucoup refermées. Donc, quand les frontières sont ouvertes à nouveau en 2021, bien, il y a de plus en plus d'entreprises qui ont utilisé cette solution. Évidemment, comme on sait, c'est des solutions qui sont plus à moyen terme. Ça prend quand même certains délais, mais on peut penser que c'est une solution qui va être utilisée par de plus en plus d'entreprises à mesure que l'économie reprend et que les frontières vont, j'espère, demeurer ouvertes pour tout le monde. Et enfin, si on veut compter le nombre de postes disponibles, ça c'est toujours intéressant. On voit le chiffre 12.0 en rouge, c'est le nombre moyen de postes à combler dans les entreprises lors de notre sondage du début d'année, toutes tailles confondues. Je vous ai dit tantôt, il y a 500 répondants, mais notre population d'enquête, ces 500 répondants-là, représentent un échantillon représentatif de notre population qui est de 3000 entreprises, donc entre 10 et 500 employés. 12 fois 3000, c'est 36 000 postes qui étaient disponibles en début d'année chez les entreprises qui sont ciblées par notre étude. Évidemment, le nombre est plus petit pour les plus petites entreprises et va jusqu'à près de 30 pour les plus grandes. Donc, on pourrait dire, bon, les plus petites entreprises ont besoin de moins de monde. Oui, mais si on regarde en proportion, ces chiffres-là sont dans notre baromètre, je ne les ai pas montrés ici, la proportion donc de postes ouverts sur nombre d'employés, c'est plus grand pour les plus petites entreprises. Donc, les plus petites entreprises souffrent davantage de pénurie de main-d'œuvre que les plus grandes, proportionnellement parlant. Et quand on compare par rapport à 2019 et 2020, on voit une hausse de plus de 30 %. Donc, la perception des entrepreneurs que la pénurie est plus grave qu'avant, bien, ça se concrétise par nos chiffres. 12 postes ouverts en moyenne, c'est un record depuis qu'on mesure ces chiffres-là. Maintenant, parlons de l'autre grand sujet d'intérêt, les chaînes d'approvisionnement, retard, rupture. Vous le savez, c'est un phénomène mondial. Il y a des problèmes tout d'abord de production, des usines qui sont fermées en Chine, qui rouvrent et qui ferment à nouveau au gré des vagues de la COVID. Il y a des problèmes aussi, il y a eu des incendies dans les usines de composantes électroniques. Il y a des problèmes de transport ferroviaire, mais aussi transport maritime. Il y a des containers qui passent des jours, sinon des semaines, avant d'être déchargés dans les ports, qui eux aussi ont des problèmes de main-d'œuvre. Donc, ça fait en sorte que les matières premières, les composantes n'arrivent pas aux entreprises à la vitesse qu'elles espéraient. Donc, ça entraîne les effets suivants pour les entreprises. Presque la totalité des entreprises ont dû augmenter leur prix pour contrebalancer les effets d'un problème donc, de manque de matières premières ou de hausse de prix de matières premières et de composants. Est-ce que c'était suffisant? On va le voir un petit peu plus loin. 8 sur 10 affirment livrer des commandes ou des contrats en retard. 70 % ont dû trouver des nouvelles sources d'approvisionnement. On est chanceux au Québec, qui est un peu plus grand que la proportion de ceux qui ont trouvé des sources d'approvisionnement ailleurs au Canada ou à l'étranger. Le prochain chiffre, selon moi, est le plus important. On voit 61 %. C'est le nombre de répondants qui disent que les problèmes d'approvisionnement ont eu pour effet de réduire leur marge bénéficiaire. Donc là, si on regardait tantôt, livrer en retard, c'est une chose, mais faire moins de profit à la fin d'année, c'est une autre chose. Parce que ce que ça fait, c'est que ça limite les capacités d'une entreprise à investir, soit en agrandissement, en expansion, en achat d'équipements, en R&D, en technologie, etc. Donc, les problèmes d'approvisionnement, ça n'a pas juste un effet sur les livraisons, c'est un effet sur la profitabilité des entreprises et leur capacité de se développer au cours des prochaines années. La moitié affirme devoir refuser des contrats de commande à cause des problèmes d'approvisionnement et 1 sur 5 affirme que oui, c'est ça. La qualité des produits et des services est détériorée à cause des problèmes d'approvisionnement. Alors, nous avons demandé aux entrepreneurs de nous parler justement de comment ils vivent, eux, dans leur entreprise, des problèmes de composantes et de matières premières qui arrivent en retard, des fois très, très en retard. On les écoute. Je pense qu'il y a beaucoup de clients qui ont accepté une moindre qualité, qui gardent les relations avec leurs fournisseurs, même si les délais sont longs. On le sent qu'ils aimeraient changer de fournisseur, mais ce n'est pas simple. Donc ça aussi, ça amène une réalité.
Les gens essaient de travailler en partenariat, mais on accepte les délais et les options sont moins disponibles. C'est ce qu'on remarque. En tout cas, nous, on intervient beaucoup là, entre la livraison de matières premières puis l'assemblage final. Et il y a beaucoup de non-qualité, mais nos clients demeurent quand même avec leurs fournisseurs par manque d'options. Moi, je vous dirais aussi, c'est le prix. On parle, je pense, tout autour ici de l'acier. Cette année, ça a été assez extraordinaire. Puis même certaines plaques, certaines matières premières, on ne pouvait même pas avoir des prix parce que le délai d'approvisionnement était inconnu. Donc, ça cause vraiment beaucoup de problèmes quand on est en soumission sur un projet X. On procède à des soumissions, mais 72 heures plus tard, les prix qu'on a soumissionnés sont même plus bons. Fait qu'il faut mettre des clauses de 72 heures maximum parce qu'on le sait que la semaine d'après, ça va avoir doublé puis on sera plus capable de le fournir à ce prix-là. Là. Nos clients, ils nous demandent de garantir les prix pour 2 ans, 3 ans. Mais ça, on ne le fait plus parce qu'on n'est pas capable. Là. Fait que c'est assez difficile comme situation. Le focus est beaucoup mis sur la force puis être certain que la chaîne d'approvisionnement ne casse pas. L'emphase est énorme, là, alors que dans les dernières années, c'était des stratégies axées très prix, qualité. Maintenant, là, ce que les gens focusent, c'est tout l'élément. Est-ce que tu vas me livrer, puis est-ce que tu vas être fiable? Est-ce que tu vas être là toute l'année? Est-ce qu'on va pouvoir compter sur toi tout le temps? Là? Puis dans l'éventualité où il y aura des problématiques, est-ce que tu as déjà commencé à regarder si tu avais des solutions? Nous, de notre côté, c'est un peu la même chose. Là. Je dirais qu'on se fait surtout poser beaucoup de questions des donneurs d'ordre au sujet de nos capacités de production. Puis nos délais de livraison, fait que de notre côté, c'est un peu ça sur quoi on travaille, c'est la planification. Plus qu'on le sait d'avance avec le client, plus qu'on est capable de se préparer puis de commander la matière première en conséquence. Au niveau du prix, c'est un peu la même chose. Ça a quand même été bien accepté de notre côté, des augmentations. Au bout de la ligne, c'est le consommateur qui paye plus cher. S'assurer qu'on a une chaîne d'approvisionnement solide, puis d'avoir des plans de contingence pratiquement avec tous les fournisseurs. Nous, on a la chance d'être pratiquement intégrés. On le fait à l'interne, puis ça nous aide beaucoup. Nos clients, là, ils ont tendance davantage à ramener, à localiser la production. Je ne sais pas si c'est typique à notre marché, mais moi, je sens beaucoup de... C'est risqué d'aller plus loin, c'est risqué d'aller en Asie. Les coûts de transport maintenant qui ont explosé par rapport à ça, les containers. Donc, le délai, le coût, ça nous a ramené dans plusieurs situations comme étant un fournisseur encore plus stratégique. Chez nous, ça a eu l'effet inverse, je dirais. Ça l'a ramené du travail. Même chose pour nous aussi. J'abonderais dans la même direction. Donc, comme on a pu voir, les problèmes d'approvisionnement ont eu des impacts sur la baisse de qualité. Il semble que certains clients sont prêts à en accepter plus qu'avant. La difficulté pour des entreprises d'obtenir des prix fermes et des délais fermes pour leurs propres matières premières et composantes a des effets qui ne sont pas capables nécessairement d'offrir des soumissions avec des prix fermes et des dates fermes. On y va plus dans du court terme. Et selon l'entrepreneur également, on a passé du focus prix-qualité versus capacité et fiabilité. Cependant, les effets positifs, la plupart des entrepreneurs ont dit, moi, le fait que les gens ont de la misère à s'approvisionner ailleurs, ça m'a ramené de la business chez nous. Donc, on peut voir le côté positif quand même. On n'aurait peut-être pas pensé ça à première vue. Parlons maintenant d'investissement. Ce sont des paramètres, en fait, qu'on regarde depuis plusieurs années. Et pourquoi on parle d'investissement? Parce qu'on doit parler de productivité. Et pourquoi on parle de productivité et d'investissement? Bien, comme vous le savez, les investissements, que ce soit en technologie, en équipement, etc., ces investissements sont une façon d'augmenter la productivité des entreprises. Et ceux qui suivent un peu ça savent que la productivité du Québec, malheureusement, est en retard par rapport à celle de l'Ontario et du restant du Canada. Cet écart s'est rétréci en 2021, c'est moins pire, mais on n'est pas encore au niveau de nos voisins, puis il reste encore du chemin à faire, comme je mentionnais. Les investissements, c'est une façon d'y arriver. Donc, on voit ici qu'il y a beaucoup de chiffres. Je vous donne 5 secondes pour les apprendre. On ferme l'écran, après ça, je vous les demande, si ça vous va. Non, en fait, je vous propose de ne pas en lire un seul. On va les prendre un type d'investissement, un à la fois. Prenons les barres en bleu qui représentent la proportion des entreprises qui ont investi en formation. Donc, juste sans même regarder les chiffres, on peut voir que 2021 est en hausse par rapport à 2020.
et presque au niveau de 2018 et 2019. Donc, ce sont des bonnes nouvelles du côté de la formation. Encore une fois, peut-être aussi le fait qu'on embauche des gens moins formés qu'on voudrait, moins qualifiés, ça nécessite donc plus de formation. L'évolution des barres de couleur orange nous montre les entreprises qui ont investi en équipement. On voit qu'on est à peu près, on est en augmentation par rapport à 2020. On est presque revenu au niveau de 2018 et 2019, un peu comme on a vu pour la formation, donc c'est une bonne nouvelle. Du côté de la R&D, les barres en vert, on voit que 2021 est exactement au niveau de 2020. Donc, il n'y a pas eu de croissance à ce niveau-là. On pense que ça peut s'expliquer, encore une fois, par le manque de main-d'œuvre. R&D, c'est du moyen, du long terme. On n'a pas toujours ce luxe-là dans les entreprises. Et enfin, en rouge, on voit la proportion des entreprises qui ont investi en technologie numérique. Et là, on est en hausse en 2020 et pratiquement, donc, en fait, même un peu plus haut que 2018 et 2019. Donc, globalement, on s'est rattrapé en termes de proportion des gens qui investissent, sauf en R&D. Là, il reste un petit peu de chemin à faire. Et ceux qui suivent notre baromètre depuis plusieurs années savent que dans notre document, on fait le parallèle parce qu'on est capable, avec nos indicateurs, de faire des croisements de données. On est capable de démontrer que les entreprises qui investissent davantage donc en formation, en équipement, en R&D, en technologie numérique, présentent des meilleures performances que les autres, par exemple en termes de vente, d'exportation et d'embauche. On arrive maintenant aux technologies numériques, mon avant-dernier sujet. Il y a 10 technologies numériques dont nous suivons l'intégration depuis 4 ans, 4-5 ans même, chez STIC. Alors, on va les voir un petit peu plus loin. Une nouvelle donnée pour nous cette année, nous avons demandé aux entrepreneurs de nous qualifier l'importance qu'ils accordent à l'intégration des technologies numériques. On peut voir que 7 sur 10, en bleu, en haut, considèrent que l'intégration des technologies numériques est quelque chose d'assez ou très important. Donc, globalement, quand même, le niveau est assez élevé. Évidemment, le niveau est plus bas pour les plus petites entreprises qui ont moins de moyens que pour les plus grandes. Maintenant, voyons les 10 technologies numériques qu'on suit. Il y a beaucoup de chiffres. S'il vous plaît, n'en lisez aucun. On va regarder tout simplement en haut l'interconnexion des équipements. Je vais lire les chiffres. 33 %, c'est la proportion des entreprises qui ont déjà intégré cette technologie-là dans leurs opérations. 28 % en vert, c'est celles qui ne l'ont pas intégrée, mais qui prévoient le faire d'ici 3 ans. Et enfin, 39 % ce sont les entreprises pour qui c'est non intégré et non prévu. Et donc, ensuite, on peut voir surveillance et contrôle en temps réel, l'utilisation des plateformes mobiles connectées. Ce sont les technologies les plus populaires. Et pour terminer en bas, par l'intelligence artificielle, en fait, les machines qui prennent des décisions toutes seules. Ce qu'on peut voir ici, d'un simple coup d'œil, c'est que la zone en vert, donc celle qui prévoit le faire, est aussi importante, sinon plus importante que la zone en orange. Donc, si on se fie aux intentions, on pourrait dire, d'ici 3 ans, on devrait doubler le nombre d'entreprises qui ont intégré ces technologies numériques-là. Donc, ça serait le fun. Malheureusement, si on recule de 3 ans et qu'on regarde l'évolution, ce n'est pas vraiment ça qui s'est passé. C'est sûr que depuis 3 ans, il s'est passé quand même, il y a eu 2 facteurs qui ne sont quand même pas des faits divers. La COVID-19, que personne n'avait prévu, également la rareté de ressources qui limite les entreprises. On va y revenir. Et également, une autre chose qui ne change pas, c'est que les plus petites entreprises sont proportionnellement beaucoup plus nombreuses à avoir intégré très peu ou sinon aucune des technologies numériques parmi ces 10-là. Évidemment, comme je mentionnais, elles ont moins de moyens. Évidemment aussi, dans certains cas, elles ont tout simplement moins de besoins. Ce n'est pas vrai qu'une entreprise de 15 employés a besoin de tout ce qui est à l'écran. Donc, ça dépend évidemment des besoins. Les technologies numériques ne sont pas un but en soi, c'est un moyen d'être plus compétitif. Et dans certains cas, pour certaines plus petites entreprises, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est souhaitable, à tout le moins à court terme. Maintenant, si on regarde qu'est-ce qui limite les entreprises dans l'intégration des technologies numériques, on peut voir en haut que 8 entreprises sur 10 disent que le manque de personnel qualifié est un frein. Les 3/4 affirment que le manque de temps est aussi un frein. Donc, manque de personnel qualifié puis manque de temps, ça ressemble beaucoup à pénurie de main-d'œuvre. Ensuite, on peut voir qu'à peu près la moitié des entreprises disent que le manque de connaissances sur ce qui est bon pour leur entreprise est un frein, ou la difficulté de calculer sur le retour sur l'investissement. Donc, même si on a trouvé la bonne technologie, on pense que c'est pertinent pour notre entreprise, est-ce que ça va être rentable? Est-ce que ça va se payer, ça, sur un horizon prévisible? Enfin, un nouveau paramètre cette année, 44 % des répondants disent que l'importance de leur retard technologique
est un facteur qui les limite ou qui les freine dans l'intégration des nouvelles technologies. Donc, on est tellement en retard qu'on se dit « Oh, pas sûr que je sais par où commencer, puis je ne suis pas sûr que je veux commencer, ou je ne suis pas sûr que je veux commencer tout de suite. » Donc ça, c'est un chiffre quand même assez surprenant, 44 % à ce niveau-là. Et enfin, le financement, c'est un motif qui est invoqué par seulement le tiers des répondants. Donc, comme disent souvent les gens en financement, du financement pour des bons projets, il y en a, et ça semble être perçu comme ça, parce que seulement un répondant sur 3 affirme que c'est un problème. Par rapport à l'année dernière, par rapport à il y a 2 ans, parce qu'on n'a pas mesuré nécessairement l'année dernière, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une hausse de 16 % des entreprises qui considèrent comme le manque de personnel qualifié comme un frein. Donc, la pénurie de main-d'œuvre qui a été exacerbée au cours de la dernière année, bien, on le voit, ça a un impact donc, sur le nombre de répondants qui disent « on manque de monde pour le faire ». Voyons ce que nos entrepreneurs, d'ailleurs, avaient à dire sur l'intégration des nouvelles technologies. On les écoute à l'instant. Souvent, on a l'impression qu'on est toujours, voyons, eux autres sont rendus là, eux autres sont rendus là. Nous, on est encore très loin. De ce que je vois là, quand on se compare, on se console, mais bon, on n'est peut-être pas si loin que ça. Nous autres, on a toujours la défaite que c'est du custom qu'on fait. Fait que c'est pas une machine à saucisses, c'est difficile d'implanter une machine. Bien que dans les 2 dernières années, on a réussi à le faire. Il y a certaines pièces qui étaient répétitives qu'on a automatisées, c'est maintenant... Ça se fait tout seul. C'est un défi de trouver les projets porteurs dans nos entreprises parce qu'il n'y a pas de personne... Je ne connais pas beaucoup de consultants ou beaucoup d'aides externes qui va arriver chez nous, qui va connaître assez le procédé pour dire, chez toi, là, le projet porteur, là, c'est d'aller vers ça. Je dirais même qu'on en fait des fois sans même le savoir. Pour certains, on est peut-être plus avancé qu'on le croit. On veut tout le faire, mais on ne sait pas par où commencer. Puis ce que ça va donner. Ce que ça va donner. Tu sais, si on investit dans un projet puis on automatise une ligne de production, ça va rapporter combien? On va-tu le faire plus vite? On va-tu tout faire ça pour faire la même marge brute? Les gens veulent conserver leur argent parce que avec le COVID, avec l'économie, avec tout ça, ce qui s'en vient, les gens ne savent pas où aller, là. On est en processus de bâtir une nouvelle usine. Puis, avant d'implanter le nouveau système ERP, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout revisité nos processus, un à un. On les a tous mis sur un rouleau de papier dans la salle de conférence, puis chaque étape. Puis, on a fait participer l'ensemble de l'usine à ça. Notre représentant ou notre vendeur de système ERP, bien, il n'a pas pu nous assister. On a été laissé à nous autres mêmes. On a énormément appris à se faire confiance. On a aujourd'hui, je dirais, après 1 an, c'est merveilleux. Le système est full intégré. Un des gros défis actuellement, et c'est encore plus fort depuis les derniers mois, c'est de voir et de rencontrer des compagnies qui sont prêtes à aller de l'avant. Mais on rencontre aussi de nombreuses compagnies qui ont quand même une démarche à faire, de ne pas se retrouver avec un éléphant blanc finalement sur leur plancher, avec un équipement qui va dormir. Et ça, personne ne veut ça. Alors on travaille très fort aussi sur l'aspect retour sur investissement. Alors donc, quand il n'y a pas de retour sur investissement, il n'y a pas de projet. J'aimerais pointer du doigt le fait que c'est quand même une décision de personnes à la tête des entreprises. Notre pyramide des âges fait qu'un nombre non négligeable de propriétaires d'entreprises vont prendre leur retraite, vont passer la main, ce qui pose la question de survie de certaines entreprises, mais aussi de leur souhait d'investir à ce stade dans des technologies, ce qui peut alourdir aussi l'investissement de repreneurs, de jeunes repreneurs. Donc, nos entrepreneurs sont venus nous confirmer que c'est difficile pour les entreprises d'identifier les bons projets pour leur situation, difficile également d'évaluer les retours sur l'investissement. Ces investissements-là peuvent être risqués tout dépendant de la phase de développement des entreprises. Mais le bon côté des choses, c'est que les projets d'intégration de technologie numérique peuvent être des projets porteurs, des projets mobilisateurs pour l'ensemble des ressources humaines, donc tous les employés, les faire travailler ensemble à un projet commun dont ils vont voir les bénéfices dans leur emploi. Le dernier sujet aujourd'hui, c'est la cybersécurité. En fait, c'est un nouveau sujet pour nous, mais ce n'est pas nécessairement un nouveau sujet de discussion. Nous avons posé 4 questions aux entrepreneurs. Alors, ce qu'on voit, c'est que 63 % des entreprises considèrent qu'elles sont à risque de subir un incident de sécurité informatique.
Ça peut paraître pas beaucoup, on va voir un petit peu plus loin, il y a certains chiffres qui sont quand même un peu plus intéressants. Le quart des entreprises disent avoir subi un incident de sécurité informatique au cours des 3 dernières années. Donc, le quart, c'est notre population d'entreprises de 3000 entreprises, c'est plus de 800 entreprises qui disent, donc, qui ont été sujettes qui ont subi plutôt un incident de sécurité informatique. C'est quand même beaucoup. 9 entreprises sur 10, donc du côté des bonnes nouvelles, ont mis en place des mesures afin de se protéger au cours des 3 dernières années. Évidemment, ce sont des mesures qui sont évolutives. Ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose d'une année que c'est encore bon et pertinent dans 1 mois, dans 6 mois ou l'année prochaine. C'est d'ailleurs pour ça que 8 entreprises sur 10 ont fait affaire avec des consultants externes, donc des ressources externes, parce que ça évolue tellement vite. La plupart des entreprises n'ont pas ces compétences-là à l'interne. Et ça fait l'objet d'ailleurs de la 4e capsule vidéo que je vais vous montrer. Parlons de cybersécurité avec nos entrepreneurs. Selon ce que je vois, c'est que je pense qu'il faut que ça t'arrive avant d'investir dans la cybersécurité. Une entreprise qui subit va investir massivement dans la cybersécurité. Moi, il y a un chiffre qui me surprend énormément, c'est le 63 %. Ça veut dire qu'il y a plus qu'une personne sur 3 qui pense qu'il lui est à l'abri ou ne croit pas que ça peut lui arriver. Moi, j'ai connu des personnes à qui c'est arrivé, puis les entreprises auraient pu fermer. Une de mes très bonnes connaissances, entreprise arrêtée pendant 1 mois de temps, avec toutes les conséquences que ça implique. Dans le secteur manufacturier, si on parle d'un robot qui peut être suivi par tableau de bord à distance, et que la connexion peut se faire dans les 2 sens, on peut se demander si un pirate ne pourrait pas commencer à s'amuser avec vos machines. Mais c'est un peu ça qui est dur à identifier. Comment se protéger, je pense que ça peut arriver de n'importe où. C'est quand ça t'arrive, si tu penses que tu es correct. Que là, tu sais ce que ça te prend pour te protéger. C'est ça. Un peu ce que tu disais. Je pense pas que les entreprises sont tous préparées à ça. C'est la crainte que j'en ai. C'est pas parce qu'ils veulent pas l'être, c'est une question de connaissance. Et les personnes en informatique, selon moi, à cause du 4.0, vont devenir des personnes qui vont de très rares sur le marché, très importantes pour les entreprises comme nous autres. C'est des gros investissements à faire aussi. Donc, tu sais, de là à être capable de comprendre la justification de cet investissement-là, il faut quasiment que ça t'arrive pour être capable de le comprendre, l'investissement. Chez nous, c'est non négociable. On a une politique informatique qu'on a mis en place, que nos travailleurs, nos employés doivent signer. Puis l'autre élément aussi qui est important, c'est la qualité des investissements informatiques. Donc les pare-feux, on va être à la dernière cri, les équipements également. Les prochaines étapes chez nous, c'est à partir de notre informaticien, on va simuler, on va tenter de piéger notre système, puis on va voir ce que ça va donner, puis on va s'en servir non pas pour réprimander les gens, mais former. Former, sensibiliser. Donc, selon nos entrepreneurs consultés, c'est un problème qui touche tout le monde. Il semble y avoir un manque de connaissances sur ce sujet, comme j'ai dit, qui évolue rapidement. Et les entrepreneurs perçoivent que plus on connecte les équipements, plus il y a des risques d'intrusion entre ceux-ci. Donc, c'est ce qui met fin à ma présentation comme telle. Je vous laisserai avec un résumé de 3 enjeux à surveiller. Premièrement, le recrutement de la main-d'œuvre, c'est un problème encore plus important qu'avant. Je ne répéterai pas tous les chiffres, seulement ceux que je considère comme étant les plus importants. 91 % des répondants considèrent que le recrutement de la main-d'œuvre est un enjeu assez ou très important. C'est le plus haut niveau jamais atteint. Comme conséquence, c'est que 62 % d'entre eux perdent ou refusent des contrats à cause de cette pénurie de main-d'œuvre-là. 15 % ont délocalisé des activités hors Québec. Donc, comme j'ai mentionné, perte pour notre économie. Côté des bonnes nouvelles, 44 % recrutent à l'étranger et on peut s'attendre que ça augmente. Et le chiffre du jour, c'est 12 postes ouverts par entreprise. Ça fait donc en moyenne, au total, 36 000 postes ouverts chez notre population de 3 000 entreprises. Premier sujet. Deuxième sujet, les problèmes d'approvisionnement. Comme j'ai dit, c'est un problème mondial. Ça a des impacts pour nos entreprises. 80 % livrent en retard. 70 % ont trouvé des nouvelles sources au Québec. Les plus futés d'entre eux sont passés par Stick pour trouver des nouveaux fournisseurs. Les autres ont travaillé plus fort. Et 61 % affirment que leur marge bénéficiaire a été réduite à cause des problèmes d'approvisionnement. Donc, c'est le chiffre du jour pour ce sujet-là. Et enfin, par rapport à l'intégration des technologies numériques, il n'y a pas eu de réel progrès dans l'intégration de nouvelles technologies au cours des dernières années.
il va falloir qu'il y ait un petit boost de ce côté-là. Il n'y a pas de progression pour plusieurs raisons. On a vu les freins principaux, pénurie de main-d'œuvre et aussi problème de connaissances. Qu'est-ce qui est pertinent pour mon entreprise? Donc, du côté des connaissances, on n'a pas besoin d'attendre que ça se règle. On peut tous travailler là-dessus. Il y a beaucoup d'informations disponibles. Le plus difficile pour les entreprises, c'est de trouver la bonne information pour leur situation. Donc, pour se laisser sur une note positive, on a vu que les entreprises se sont adaptées par rapport à la pandémie. Il y a même des conséquences positives à la COVID-19 dans les pratiques d'affaires par rapport aux ressources humaines. Et comme la rareté de la ressource humaine n'est pas prête de s'estomper, ces bonnes pratiques-là, je pense, vont demeurer dans les entreprises. On a vu que les gens utilisent davantage d'outils technologiques pour communiquer à l'interne et aussi à l'externe avec les clients. Donc, et on a vu que les entreprises ont mis en place des projets mobilisateurs, donc pour garder le momentum, garder la motivation des employés et faire progresser l'entreprise. Et enfin, on a vu que les entreprises prévoient investir davantage cette année. Donc, on voit que les entreprises sont confiantes en l'avenir. Donc, c'est ce qui met fin à ma présentation. Malheureusement, on est un peu serré dans le temps. Je ne pourrais pas prendre de questions là, mais quand ça va être terminé, je vais être disponible pour répondre à toutes vos questions. Ça va me faire plaisir. Là-dessus, je vais céder la parole à mon collègue Carmine Zani. Je vous remercie beaucoup. Vous avez été très silencieux. J'espère que vous avez apprécié et j'espère que vous allez être là l'année prochaine aussi.